Bonjour à tous. On va voir ensemble les particularités des infections ostéo-articulaires chez l'enfant. Moi, je m'appelle Sébastien Pesanti, je suis orthopédiste pédiatre à la Timone et à l'hôpital Nord. Cette présentation a été réalisée conjointement avec le docteur Philippe Minaudier, qui est pédiatre à l'hôpital Nord et référent à l'IHU de Marseille. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors. Donc, les infections ostéo-articulaires aiguës de l'enfant sont des infections communautaires. Hein. À l'inverse de l'adulte, c'est des infections qui sont beaucoup plus fréquentes, dont le pic de fréquence se situe aux alentours de 5 à 6 ans, même si ces infections sont tout à fait possibles, quel que soit l'âge du patient. Donc leur fréquence est entre 10 et 20 pour 100 000 enfants et ça survient chez des enfants qui sont sains par ailleurs. Hein, donc par définition, c'est des infections communautaires. Il n'y a pas de facteur de risque identifié ou de terrain qui favoriserait la survenue chez l'enfant. En théorie, il y a différentes dénominations en fonction de la localisation de l'infection. Si on a une infection de l'articulation uniquement, on parlera d'arthrite septique. Une infection de l'os uniquement, en particulier de la métaphyse, on parlera d'ostéomyélite infectieuse et on verra après pourquoi ostéomyélite et pas ostéite. Et si on a une infection des deux, on parlera d'ostéoarthrite. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, c'est une urgence médico-chirurgicale, enfin surtout médicale, et toute boiterie fébrile doit être considérée comme une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire chez l'enfant. Donc, en termes de physiopathologie, c'est des infections qui se font par voie hématogène, hein, d'où le terme d'ostéomyélite. La cascade, si vous voulez, physiopathologique, c'est en général une infection virale de la sphère ORL qui va modifier les caractéristiques des muqueuses. Ces muqueuses vont devenir plus perméables et vont permettre le passage dans le sang de bactéries commensales de la sphère ORL. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une dissémination hématogène des bactéries et une fixation en zone métaphysaire. Alors, pourquoi métaphysaire? Puisque c'est une zone du squelette de l'enfant qui est richement vascularisé, hein, du fait de la présence du cartilage de croissance. Il va y avoir un œdème, puis une collection purulente, et cette collection, elle va s'évacuer soit vers l'épiphyse, donc au travers du cartilage de croissance chez l'enfant de moins de 18 mois, ça peut arriver dans tous les cas, mais en particulier chez l'enfant de moins de 18 mois, et dans ce cas-là, on aura affaire à une ostéoarthrite. Soit cette collection, elle va s'évacuer vers le périoste et dans ce cas-là, on aura l'apparition d'un abcès sous-périosté, soit vers la diaphyse et c'est plutôt le cas chez le grand enfant et dans le cadre d'une infection chronique et on aura une pandiaphysite. Les autres modes de contamination et en particulier l'inoculation directe, ils sont possibles chez l'enfant, mais c'est beaucoup moins fréquent et c'est beaucoup plus souvent le cas dans le cadre d'infections post-opératoires ou de fractures ouvertes ou de plaies souillées. Alors pourquoi est-ce que la fixation elle se fait sur l'os de façon préférentielle chez l'enfant à partir du moment où on a une bactériémie? Pour la simple et bonne raison que l'os est richement vascularisé du fait de la présence du cartilage de croissance. Et donc, à la jonction épiphyso-métaphysaire, c'est-à-dire là où se situe le cartilage de croissance, on a des anastomoses vasculaires entre les vaisseaux nourriciers et les vaisseaux métaphysaires. À cet endroit-là, du fait des anastomoses, on a un ralentissement du flux sanguin et une rareté des cellules immunitaires et en particulier des macrophages. Donc, ce qui va favoriser la prolifération bactérienne et la survenue d'une infection. Il y a probablement un rôle des microtraumatismes aussi qui sont fréquents chez l'enfant et qui peuvent, par l'existence par la création de petits hématomes, favoriser la survenue d'infections ostéo-articulaires. Donc, comme vous l'avez compris, les infections ostéo-articulaires chez l'enfant, elles sont
principalement dû au fait qu'il existe des cartilages de croissance. Donc, par définition, ces infections, elles seront plus fréquentes au niveau des cartilages de croissance les plus actifs. Puisque, vous le savez, la croissance, elle ne se fait pas de la même façon sur tous les segments osseux. Et on a des cartilages de croissance qui sont plus actifs que d'autres. Par exemple, au niveau du fémur, on aura 30% de la croissance qui se fera au niveau du fémur proximal contre 70% au niveau du fémur distal. On dit qu'on grandit près des genoux et loin des coudes. Donc, ça veut dire que ces sites-là seront des sites d'infection préférentielle. Alors, il y a une exception, c'est pour la hanche, puisque la hanche, donc je vous l'ai dit, le cartilage de croissance du fémur proximal, c'est seulement 30% de la croissance du fémur. Mais pour autant, les infections ostéo-articulaires autour de la hanche sont relativement fréquentes. Alors, quels sont les germes pathogènes ? Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la documentation bactériologique dans le cas d'arthrite ou d'ostéomyélite aiguë, elle est finalement relativement peu fréquente chez l'enfant puisqu'on ne va pas la faire systématiquement. Mais en tout cas, les germes qui sont fréquemment mis en cause, c'est et de loin en première position le Staphylococcus aureus dans son phénotype sauvage, c'est-à-dire sensible à la méticilline. Et puis on aura le Kingella kingae, qui est un germe cocci-gram négatif pour lequel on a un portage oropharyngé qui est relativement fréquent, surtout chez le jeune enfant, hein, en dessous de 4 ans, puisqu'il y a, ça a été rapporté qu'il y avait 70% des enfants de moins de 30 mois qui étaient colonisés au moins une fois par an à Kingella kingae. Le mode de garde et notamment la vie en collectivité augmente jusqu'à 4 fois le taux de portage et c'est le germe le plus souvent en cause dans les infections ostéo-articulaires de l'enfant de moins de 4 ans. On peut avoir aussi des infections à streptocoque B, en particulier chez le nouveau-né, dans le cadre d'infections materno-fétales. Et puis, juste un mot sur les infections à SARM, qui sont assez rares en France, mais dont la fréquence est en augmentation. Hein, ça a été rapporté jusqu'à 10% des cas. Et ce n'est pas la même chose partout dans le monde, puisqu'aux États-Unis, alors est-ce que c'est le fait d'une modification de différence dans l'utilisation des antibiotiques, c'est possible, mais il y a 75% des infections à Staphylococcus aureus qui sont des infections à des staphylocoques résistants à la méticilline. D'un point de vue clinique, hein, c'est souvent des infections qui sont beaucoup plus sévères que les infections à staph sauvage. Donc le tableau clinique, finalement, il va être assez peu spécifique et tout ce qu'on va retenir, c'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est que toute boiterie fébrile ou toute impotence fonctionnelle fébrile chez l'enfant, c'est une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire. Ou en tout cas, il faut que vous vous donniez les preuves, enfin, vous donniez les moyens, pardon, d'en faire la preuve, de la confirmer ou de l'infirmer. Donc, je vous ai dit, le pic de fréquence, c'est aux alentours de 5-6 ans, ce qui n'apporte pas grand-chose, puisque de toute façon, même si vous avez un enfant de 15 ans qui vient avec de la fièvre et une boiterie, il va falloir éliminer l'infection ostéo-articulaire. Et puis, le tableau clinique, il est assez peu spécifique, donc c'est souvent une impotence fonctionnelle avec de la fièvre. Et puis, dans le cas d'arthrite, on aura une limitation douloureuse des amplitudes articulaires, hein, puisque l'articulation est pleine de pus. Donc elle fait mal et puis comme elle est en tension, on va avoir moins de degrés de mobilité. Et puis voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans les arthrites septiques, il y a un épanchement articulaire qui est obligatoire. Si vous n'avez pas d'épanchement articulaire, vous ne pouvez pas dire que vous avez une arthrite. Vous avez peut-être une infection, peut-être une ostéomyélite, mais pas une arthrite. Donc cet épanchement articulaire sur les articulations profondes, bien entendu, cliniquement, on ne le verra pas. Mais sur les articulations les plus superficielles, comme le genou par exemple, on pourra les diagnostiquer cliniquement par la présence d'un choc rotulien ou d'un sinus glaçon. Pour ce qui est des ostéomyélites, donc on n'aura dans ce cas-là pas d'épanchement articulaire, on aura une douleur qui sera plus volontiers périarticulaire, mais enfin, chez l'enfant, la distinction clinique est assez difficile à faire. Et puis, ce qui est assez caractéristique, c'est la douleur exquise à la palpation. On parle de douleur pseudo-fracturaire à la palpation des métaphyses. On peut également, sur les métaphyses qui sont les plus superficielles, comme par exemple le tibia proximal, avoir des signes inflammatoires locaux, donc avec le classique rougeur, chaleur et douleur. Il y a un cas particulier, c'est la spondylodicite. Donc les spondylocytes, elles ne sont pas très fréquentes chez l'enfant, mais bon, de la même façon que les ostéomyélites, ce sont des infections communautaires qui touchent plutôt le jeune enfant.
avec un tableau qui est souvent assez peu franc, ce qui entraîne assez fréquemment un retard diagnostique. Et un des signes qui est assez caractéristique, c'est en plus de la fièvre nocturne, etc., c'est le refus de s'asseoir. Hein, puisque quand on s'assoit, on se met en délordose du rachis lombaire ou en flexion du rachis lombaire, ce qui augmente la pression sur les disques intervertébraux et donc qui va créer des douleurs si jamais on a une infection à cet endroit-là. Et comme souvent, c'est des enfants qui ne sont pas vraiment encore en âge de dire exactement où ils ont mal, le fait qu'ils refusent de s'asseoir, c'est quand même assez typique et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Les infections osteoarticulaires chez l'enfant, ce sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Pourquoi ? Puisque surtout chez le petit, il existe un risque vital, mais un risque vital réel, avec en général une aggravation clinique qui est relativement brutale, puisque chez l'enfant, il n'y a pas de zone grise, hein, c'est-à-dire que souvent, ils sont en bon état général, ils peuvent avoir de la fièvre, mais en général avec un état général conservé. Et puis, en 1 heure de temps, ils vont passer de bien à choc septique ou sepsis grave. Donc, il faut vraiment se méfier des enfants, en particulier des moins d'1 an, chez qui on a des suspicions d'infection osteoarticulaire. Il faut aller vite parce qu'ils peuvent se dégrader rapidement. Et bien entendu, c'est des enfants qu'il faut garder en hospitalisation. Il ne faut pas piquer le bilan et puis leur dire revenez demain, on verra ce que ça donne. Ça, c'est interdit. Et puis, c'est une urgence aussi, puisque si on laisse évoluer les choses trop longtemps, on a un risque de séquelles fonctionnelles majeures, avec soit des séquelles articulaires en cas d'arthrite ou d'ostéoarthrite, puisqu'on va avoir potentiellement une destruction du tissu cartilagineux, soit des troubles de croissance, puisqu'encore une fois, ces infections survenant à proximité du cartilage de croissance, si elles l'abîment, on va avoir ce qu'on appelle une épiphysiodèse avec un risque potentiel sur la croissance. Donc, comment faire pour en faire le diagnostic de ces infections ? Il y a 3 examens principaux qui sont faciles d'obtention et qu'il faut réaliser dans les 6 heures de façon à pouvoir confirmer ou infirmer le diagnostic d'infection osteoarticulaire. Donc, ces examens, c'est en premier lieu le bilan biologique avec un bilan sanguin standard, la réalisation d'une PCR Kingella-Kingae oropharyngée, puisque comme je vous le disais, c'est un des germes les plus fréquemment mis en cause, notamment chez le moins de 4 ans. Et le fait d'avoir un tableau clinique d'infection ostéoarticulaire associé à la positivité d'une PCR Kingella-Kingae, ça nous oriente fortement sur le germe pathogène et ça peut modifier la prise en charge. Et puis bien entendu, les hémocultures en cas de fièvre, on peut les faire même sans fièvre, puisque ça peut arriver, on peut avoir une chance de retrouver une bactériémie. Ensuite, il faut faire des radiographies standards qui vont évoluer en fonction du stade auquel on va les faire. En général, initialement, elles seront normales, puis après un peu d'évolution, on va avoir des appositions périostées qui vont apparaître, qui vont témoigner en fait de la réaction du périoste, d'un phénomène inflammatoire qui se produit au niveau de l'os et qui va faire que le périoste va fabriquer de l'os pour essayer de contenir ce phénomène inflammatoire ou infectieux. Puis une raréfaction de l'os spongieux avec une ostéoporose pommelée, des microgéodes qui vont apparaître, qui vont témoigner en général d'abcès intraosseux, avec cette image en miroir qui est assez caractéristique des infections osseuses, puis des séquestres osseux et éventuellement des abcès osseux dans le cadre d'infections chroniques qu'on appelle des abcès de Brody. Et puis, il va falloir faire une échographie articulaire qui va vous permettre de faire la distinction entre une ostéomyélite et une arthrite, puisqu'encore une fois, si vous avez un syndrome inflammatoire ou infectieux clinico-biologique et que vous avez un épanchement articulaire associé, vous avez le diagnostic d'arthrite septique. Maintenant, si vous avez ce même syndrome infectieux clinico-biologique, mais sans épanchement articulaire, c'est que vous avez une ostéomyélite. Donc, ça vous permet de faire la différence entre les deux. L'échographie, elle doit être qualitative, c'est-à-dire vous dire s'il y a un épanchement ou pas, mais elle peut aussi avoir des informations d'un point de vue quantitatif, puisqu'elle va pouvoir quantifier l'épanchement, en particulier au niveau de la hanche. Et c'est important, puisque ça va conditionner votre prise en charge par la suite, puisqu'un épanchement de hanche de 4 mm, ça ne se ponctionne pas, alors qu'un épanchement de hanche de 8 ou 10 mm, on va plutôt avoir tendance à faire une arthrotomie et laver l'articulation. Donc, il y a un vrai intérêt à quantifier l'épanchement.
Vous allez éventuellement voir une hyperémie synoviale qui témoigne du caractère inflammatoire. Et puis, éventuellement, le radiologue pourra explorer les métaphyses, notamment à la recherche de complications comme des abcès sous périosté. Une fois que vous avez fait ces 3 examens-là, vous pouvez arrêter vos explorations si vous avez votre diagnostic qui est fait à ce stade-là. Vous n'avez pas besoin d'autres examens complémentaires. C'est suffisant pour faire le diagnostic positif, pour faire le diagnostic d'ostéomyélite ou d'infection ostéo-articulaire. Et puis, c'est suffisant pour débuter le traitement. Maintenant, si jamais vous n'avez pas votre diagnostic avec ces 3 examens complémentaires-là et si vous avez encore un doute diagnostique, il y a d'autres examens qui sont possibles, soit la scintigraphie osseuse corps entier au technétium 99 métastable qui va permettre de confirmer le diagnostic en cas de doute et qui va permettre éventuellement de rechercher des localisations secondaires si jamais vous suspectez une ostéomyélite avec plusieurs localisations. Et puis, l'examen de choix, en cas de doute, c'est surtout l'IRM, surtout si vous savez exactement où l'enfant a mal et si vous suspectez une zone précise. Ça va vous permettre de lever le doute diagnostique. Il faut savoir que chez le jeune enfant, chez le moins de 5 ans, il faut une anesthésie générale pour faire une IRM. Donc, ce n'est pas un examen anodin. Il faut bien peser les risques et les bénéfices de cet examen. Et puis, je vous le disais, au stade initial, vous pourrez également rechercher une complication avec l'IRM, surtout si vous avez une mauvaise évolution sous traitement. Et ces complications, ce seront soit des abcès intraosseux, soit des abcès sous périosté. Alors, donc, je vous le disais, en ce qui concerne la documentation bactériologique, c'est un sujet qui est un peu épineux dans les infections ostéo-articulaires, dans la mesure où ce sont des infections communautaires pour lesquelles les germes sont relativement stéréotypés et relativement sensibles aux antibiotiques. On n'est pas obligé d'avoir une documentation bactériologique avant de mettre en place le traitement antibiotique. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des prélèvements faciles à obtenir, il faut les faire, les hémocultures et la PCR oropharyngée. En ce qui concerne les prélèvements profonds et les prélèvements locaux, c'est un peu plus discutable. Dans les ostéomyélites, pour avoir une documentation locale, il faut faire une biopsie osseuse. En général, on ne va pas jusque-là, puisque c'est quand même relativement invasif, sachant que le traitement probabiliste est efficace dans la majorité des cas. Bien sûr, dans certains cas, ça va être indiqué, surtout si on a un terrain particulier ou une mauvaise évolution sous traitement. Mais en tout cas, en première intention, en général, on ne les fait pas. Et puis, dans le cadre des arthrites septiques, encore une fois, les hémocultures et la PCR oropharyngée. En ce qui concerne la ponction articulaire, il faut savoir que si on la fait, il faut la faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions d'asepsie stricte. Et chez un enfant, les conditions d'asepsie stricte, c'est au bloc opératoire et sous anesthésie générale. Donc, encore une fois, ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas planter une aiguille dans un genou au cabinet ou aux urgences. Et il faut savoir que dans cette ponction articulaire, le germe, il est retrouvé dans moins de 50% des cas. Alors, avec les évolutions technologiques récentes, j'ai envie de dire, les évolutions des techniques de bactériologie, et notamment avec les PCR ARN 16S, on retrouve le germe plus fréquemment. Mais enfin, on est encore loin des 100%. Et donc, en ce qui concerne la nécessité de la ponction, finalement, il n'y a pas de consensus, donc c'est un peu dépendant des différentes équipes. Il va falloir la discuter sérieusement quand on a un épanchement important, en particulier au niveau de la hanche, avec un épanchement de plus de 5 mm, en cas de syndrome septique majeur, puisque le fait de faire une ponction, on va éventuellement pouvoir faire un lavage articulaire à l'aiguille ou une arthrotomie, et puis bien entendu en cas de doute diagnostique. Pour ce qui est de la spondylodicite, alors je ne m'aventurerai pas trop sur ce qui est de l'adulte, mais il me semble que la ponction discale ou la biopsie du plateau vertébral, elle est relativement systématique chez l'adulte. Chez l'enfant, ce n'est pas le cas. La ponction discale n'est pas du tout systématique. Elle doit être discutée et en général, dans la très très grande majorité des cas, on fait un traitement probabiliste et ça se passe bien. On va maintenant passer à la thérapeutique. Donc, le traitement, c'est bien entendu l'antibiothérapie. C'est ça qui va soigner le patient. Elle est à débuter dès que les prélèvements sont effectués et elle doit être intraveineuse au stade initial. Alors, il y a des protocoles qui sont en cours d'évaluation par la Société française d'infectiologie pédiatrique
des protocoles de traitement ambulatoire des infections ostéo-articulaires. Ça répond à des critères qui sont quand même très précis et c'est des protocoles qui ne sont pas encore vraiment consensuels. Donc, je pense que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le traitement doit être intraveineux au stade initial et fait en hospitalisation. Ça va être un traitement probabiliste actif contre les germes les plus fréquemment en cause, donc le Staphylococcus aureus meties ou le Kingella kingae, soit par des céphalosporines, soit par de l'amoxicilline et acide clavulanique. Ces antibiotiques, c'est important de les mettre à dose osseuse, qui sont des doses qui sont plus élevées que les doses classiques. Par exemple, pour la céphalosporine, pour la céphazoline, pardon, qui est aussi utilisée en prophylaxie chirurgicale d'une façon générale, pour laquelle la dose qui est recommandée, c'est 50 mg kg. Ben là, chez l'enfant, dans les infections ostéo-articulaires, on sait à 35 mg kg 4 fois par jour. Donc, c'est des doses qui sont beaucoup plus élevées. Il ne faut pas avoir peur. C'est les doses qu'il faut pour avoir une bonne pénétration osseuse. En cas d'allergie, il y a plusieurs alternatives. Nous, on propose le Bactrim à la dose de 60 mg kg par jour en 3 fois. Le relais Péros, il va pouvoir être fait relativement rapidement si on a une diminution franche de la symptomatologie et une diminution du syndrome inflammatoire biologique avec une CRP qui doit avoir diminué d'au moins 50%. Et dans ce cas-là, on pourra faire un relais au bout de 2-3 jours. Ce relais, il sera adapté aux germes mis en évidence, bien entendu. Et sinon, traitement probabiliste par amoxicilline et acide clavulanique. La durée, elle doit être prolongée, 3 semaines pour les arthrites septiques et 4 semaines pour les ostéomyélites. Je précise que la durée des antibiotiques, ça a fait l'objet d'études multicentriques randomisées, notamment par des équipes scandinaves, qui ont montré qu'il n'y avait pas d'intérêt, enfin, il n'y avait pas de bénéfice à poursuivre le traitement au-delà de 3 semaines dans les arthrites et au-delà de 4 semaines dans les ostéomyélites, non compliqués, bien sûr. Alors, en ce qui concerne le traitement chirurgical, est-ce qu'il faut le faire de façon systématique? Il faut comprendre que le lavage chirurgical, ce n'est pas forcément ce qui va soigner votre malade. Ce qui va soigner votre malade, c'est les antibiotiques. Donc, le bénéfice à faire un lavage systématique, il n'est pas démontré dans la littérature. C'est à discuter au cas par cas. Il y a des indications, il y a des cas dans lesquels, effectivement, il va falloir y aller. Si vous avez du matériel très purulent à la ponction, vous pourrez éventuellement faire un lavage à l'aiguille qui marche bien dans les articulations superficielles comme le genou par exemple, qui marche moins bien dans les articulations profondes comme la hanche, auquel cas il faudra plutôt faire une arthrotomie lavage ou éventuellement une arthroscopie si vous savez faire des arthroscopies de hanche. Si vous avez une mauvaise évolution sous traitement, là encore, c'est une bonne indication à aller stériliser la zone le plus rapidement possible par un lavage. Ça permettra de faire aussi des prélèvements et puis éventuellement d'adapter les antibiotiques. Quand il y a un syndrome septique majeur, et puis en cas d'abcès, on sait que les antibiotiques sont beaucoup moins efficaces quand il y a un abcès. Donc il faut les drainer chirurgicalement, soit les abcès sous-périostés, soit les abcès intraosseux de plus de 10 mm. Il y a un cas particulier, c'est la hanche du jeune enfant. C'est une articulation qui est particulièrement à risque du fait de l'augmentation de la pression intracapsulaire, du fait de l'épanchement. On va avoir un risque d'effet tamponade. Cet effet tamponade, il va potentiellement comprimer la tête fémorale et avec un risque de nécrose septique ou un risque de luxation septique de l'articulation. Donc, ces patients-là, il faut bien les surveiller, surtout quand ils sont jeunes, et pas hésiter à faire une arthrotomie pour aller laver l'articulation. En cas de mauvaise évolution sous traitement antibiotique, il faut rechercher des complications. Donc, soit avec la réalisation d'une IRM pour rechercher des abcès qui vont nécessiter un drainage chirurgical, soit rechercher une thrombose septique qui pourrait être recherchée soit à l'IRM, soit à l'échographie. Vous pouvez également faire une scintigraphie si vous suspectez des localisations multiples, et ça, c'est le cas notamment dans les infections à staphylocoque sécréteurs de toxines. On va le voir après. Et puis, un truc auquel il faut penser, c'est l'échographie cardiaque, puisque dans certains cas, on peut avoir une endocardite associée qui nécessitera une adaptation thérapeutique. Une fois que vous avez mis en place votre traitement et que vous avez mis en place votre relais Péros, il faut faire une surveillance hebdomadaire jusqu'à la fin du traitement
Cette surveillance, elle sera clinique et biologique. Il faut surveiller la CRP. En général, la CRP, elle va se négativer assez rapidement. Il faut surveiller qu'elle reste bien négative jusqu'à la fin du traitement. Et puis, il faut bien penser à faire une surveillance orthopédique prolongée. Donc, cette surveillance prolongée, c'est au moins 1 à 2 ans de façon semestrielle pour pouvoir dépister au plus rapidement les séquelles articulaires et les troubles de croissance, puisque ces séquelles, elles vont en général apparaître plus tardivement. Vous ne les verrez pas à la phase aiguë. Le risque, les facteurs de risque de séquelles, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le retard diagnostique, puisque le délai moyen de diagnostic d'une ostéomyélite non compliquée en France, c'est 4 jours. Et si on a un retard diagnostique qui est trop important, on pourra on aura l'évolution naturelle de l'ostéomyélite ou de l'arthrite avec la constitution d'abcès, et ces abcès qui pourront potentiellement détruire l'articulation ou le cartilage de croissance. La mise en place d'un traitement inadapté aussi peut favoriser le risque de séquelles, puisque ça entraîne encore une fois un retard au traitement efficace de l'infection. Donc, je vous le rappelle, l'antibiothérapie, elle doit être intraveineuse au moins 48 heures. Par la suite, elle doit être prolongée pour 3 à 4 semaines par voie pair-os. Il faut utiliser des doses osseuses, donc des doses élevées, et avec des intervalles d'administration relativement courts, entre 6 et 8 heures. Donc, 3 à 4 fois par jour. Les infections néonatales sont aussi particulièrement à risque de séquelles pour plusieurs raisons. D'une part, puisqu'on a souvent un retard diagnostique, puisque soit on aura un syndrome septique majeur, auquel cas on aura un diagnostic qui sera fait de façon relativement précoce, mais parfois on peut avoir des signes cliniques assez frustres avec soit juste une irritabilité ou un refus d'alimentation ou une pseudo-paralysie qui va provoquer une errance diagnostique et ce qui va provoquer au final un retard diagnostique et un retard de prise en charge. On a souvent des ostéoarthrites, et notamment au niveau de la hanche. Donc, je vous l'ai dit, c'est des articulations qui sont particulièrement à risque de complications, soit d'épiphysiodèse, soit de nécrose, soit de luxation. Donc, c'est ce qui explique qu'on a une gravité potentielle qui est plus importante, en tout cas d'un point de vue orthopédique, et avec un pronostic qui est en général relativement sévère, puisqu'il a été rapporté jusqu'à 50% de douleur de hanche 40 ans après une arthrite septique quand elle survient dans les 3 premiers mois de vie. Les patients drépanocytaires sont aussi plus à risque d'avoir des séquelles. C'est des patients qui sont particulièrement sensibles aux infections de par la baisse de l'immunité humorale provoquée par l'asplénie fonctionnelle. Le fait qu'ils aient des zones d'infarcissement osseux, ça favorise aussi les infections. On a fréquemment chez ces patients-là des atteintes multifocales avec en général des infections à germes encapsulés comme les salmonelles, dans 60 à 80% des cas, et qui nécessitent l'adjonction d'un aminoside. Voilà. Et on a souvent aussi des retards diagnostiques chez eux, puisque la distinction entre une crise vaso-occlusive et une infection ostéoarticulaire est parfois compliquée, puisque les crises vaso-occlusives, ça provoque à peu près la même symptomatologie, ça peut donner de la fièvre, ça peut donner une augmentation de la CRP, donc c'est parfois délicat. Et c'est indispensable que ces malades-là soient pris en charge dans des centres spécialisés, notamment où il y a des spécialistes de la drépanocytose, pour avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Et puis enfin, un dernier facteur de risque de séquelles, c'est les infections à Staphylococcus aureus sécréteurs de toxines de Pantone-Valentine. Donc cette toxine, c'est la leucocidine, qui est leucotoxique, donc elle s'attaque aux globules blancs et notamment aux polynucléaires neutrophiles et aux macrophages. Et puis elle a une action nécrosante, en particulier sur les muscles, avec une extension rapide à partir de la lésion initiale et très souvent une fonte musculaire purulente étendue avec des abcès très importants des parties molles qui peuvent se répartir sur tout un segment de membre. Le diagnostic qui va être fait grâce à la PCR, où on va détecter le gène de la leucocidine de Pantone-Valentine. Et c'est souvent des staphylocoques qui sont résistants à la méticilline. 2 fois plus de résistance à la méticilline dans cette population-là de Staphylococcus aureus que dans la population classique. Et puis, donc, je vous le disais, on a souvent des formes qui sont très sévères dès le stade initial avec un syndrome septique majeur et une clinique relativement bruyante.
souvent une atteinte multifocale. Et ce qui est relativement classique dans le staph sécréteur de toxines, c'est les atteintes associées avec notamment la pleuropneumopathie à staphylocoque. En cas de staphylocoque sécréteur de toxines, il faut ajouter un antibiotique antitoxinique comme la clindamycine et la rifampicine, pardon, qui permettent de potentialiser l'action des autres antibiotiques. Donc, on a parlé des facteurs de risque de séquelles. On va voir maintenant quelles sont ces séquelles en particulier au niveau orthopédique. La première, c'est potentiellement l'atteinte du cartilage de croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle une épiphysiodèse. Cette épiphysiodèse, soit elle va être centrale, c'est-à-dire qu'elle va siéger à la partie centrale du cartilage de croissance et elle va provoquer un arrêt de croissance du membre et donc un raccourcissement et potentiellement une inégalité de longueur, ce qui est particulièrement embêtant au niveau du membre inférieur. Soit elle va être périphérique, ce qui va provoquer un arrêt de croissance, mais seulement sur un versant de l'os, et qui va provoquer progressivement une déviation axiale de cet os. Donc, si on a une épiphysiodèse, il y a un réel intérêt à faire une IRM pour visualiser le pont osseux, parce que parfois, c'est bien difficile d'en faire le diagnostic sur simplement les radiographies standards. Et puis ensuite, pour savoir si cette épiphysiodèse elle va avoir une conséquence et elle va provoquer une déformation, là encore, c'est le suivi qui va nous le dire. Il faut bien informer les patients, il faut bien leur dire que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de déformation, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis en général, le risque de déformation, il est plus important quand il y a plus de 2 ans de croissance résiduelle à espérer. Donc plus l'enfant est jeune, plus le risque de déformation est important. Donc, quand on a une épiphysiodèse centrale, sa gestion, elle revient à la gestion de l'inégalité de longueur. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a une épiphysiodèse centrale, l'os va arrêter de grandir à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir faire un pronostic d'inégalité avec un pronostic d'inégalité de longueur. Et puis, en fonction, on mettra en place un traitement adapté avec soit une désépiphysiodèse, c'est-à-dire l'interposition d'un matériau inerte pour pouvoir refaire partir la croissance, soit la réalisation d'une épiphysiodèse contralatérale pour limiter l'inégalité de longueur. Si dans le cas où on est en fin de croissance, on pourra mettre en place, gérer l'inégalité de longueur, soit par la réalisation d'un allongement osseux, soit par la réalisation d'un raccourcissement, en fonction de ce qui reste à grandir. J'enregistre. En cas d'épiphysiodèse périphérique, il va falloir donc gérer la déviation axiale de l'os. Donc la gestion, elle se fera en fonction de la croissance résiduelle. Soit on a une déformation résiduelle, une déformation qui survient chez un enfant qui a encore beaucoup de croissance à espérer. Dans ce cas-là, il faudra éventuellement tenter une désépiphysiodèse. Soit il y a moins de croissance et dans ce cas-là, on peut limiter la casse en complétant l'épiphysiodèse. Et chez les plus grands enfants, on pourra envisager une ostéotomie de correction. Une autre complication possible, c'est l'évolution d'une ostéomyélite vers une ostéomyélite chronique et vers une pandiaphysite. Donc, c'est des complications qui sont relativement rares, mais qui sont assez diaboliques à gérer. Les critères diagnostiques, c'est principalement radiographique, avec des signes radiologiques qui apparaissent sur plus de 75% de la diaphyse ou une atteinte au niveau de la métaphyse opposée. La prise en charge, elle est compliquée. C'est la prise en charge de l'ostéomyélite chronique, avec la gestion des abcès et des séquestres osseux et potentiellement des complications à type de fistulisation, de raideur articulaire ou de fracture pathologique. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué puisqu'on a un risque majeur de pseudarthrose septique qui va nécessiter d'avoir une stabilité mécanique. C'est indispensable si on veut obtenir la consolidation. Et puis, parfois, on va être obligé d'exciser la zone infectée et d'utiliser la technique de la membrane induite, donc avec l'interposition de ciment et une greffe secondaire. Tout ça, bien sûr, accompagné d'un traitement antibiotique prolongé. Au niveau, dans les suites des arthrites, on peut avoir différents types de séquelles. Encore une fois, les articulations, l'articulation ou les cas qui sont les plus à risque de séquelles après une arthrite, c'est la hanche du nourrisson qui a un épanchement abondant. Et dans ce cas-là, on a des risques
d'épiphysiolyse septique, de luxation septique de la hanche et de nécrose de l'extrémité supérieure du fémur par effet tamponnade. Et donc, vous voyez que les conséquences, elles peuvent être catastrophiques. Là, vous avez en bas à droite une épiphysiolyse associée à une luxation. Ici, une épiphysiolyse chronique. Voilà, donc c'est des articulations auxquelles il faut faire particulièrement attention. Et c'est pourquoi il faut prendre en charge ces patients-là de façon précoce, les prendre en charge le plus rapidement possible. La prise en charge de l'arthrite rapide avec la mise en place d'une antibiothérapie et éventuellement d'une arthrotomie avec un lavage. Je suis en train d'enregistrer. Il faut également prendre en charge l'instabilité. Si vous voyez que vous avez une hanche qui s'excentre, il faut mettre en place une immobilisation pelvipédieuse, voire une culotte d'abduction pour contraindre la hanche à rester en place. On peut également avoir des raideurs articulaires secondaires, soit à des ostéomyélites et à des adhérences entre l'os et le muscle, soit secondaires à des arthrites. Et dans ce cas-là, chez l'enfant, on préfère le traitement conservateur avec éventuellement des mobilisations sous anesthésie générale pour faire lâcher les adhérences. Et puis à l'extrême, on peut être amené à faire des grandes libérations de l'appareil extenseur comme on le voit ici sur cette photo. C'est relativement invasif comme vous pouvez le voir. Et éventuellement des traitements palliatifs comme ici une ostéotomie de réorientation, une ostéotomie d'extension du fémur distal pour le traitement d'un flessum. En ce qui concerne les ostéonécroses, donc c'est de très mauvais pronostics fonctionnels. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être assez agressif sur le traitement initial. Maintenant, si jamais on constate l'apparition d'une ostéonécrose, soit on attendra de voir comment ça évolue, en particulier chez le jeune enfant. Et puis, si jamais cette ostéonécrose, elle s'installe et qu'elle s'installe et qu'on a une déformation de la hanche, malheureusement, on n'a pas de traitement étiologique ou de traitement, on n'a que des traitements palliatifs. Et dans ce cas-là, on pourra soit envisager l'arthrodèse de hanche, ce qui aura comme objectif de guérir le sepsis et d'obtenir l'indolence, avec un taux de fusion qui est relativement bon chez l'enfant, mais un résultat fonctionnel qui est assez limité, avec très souvent des douleurs de rachis ou de genou, voire de la hanche opposée par compensation. Et puis, bien entendu, il faudra gérer l'inégalité de longueur qui en résulte, puisqu'on aura fait une épiphysiodèse du fémur proximal. On pourra aussi envisager des chirurgies de reconstruction avec soit des ostéotomies de réorientation, soit des ostéotomies de valgisation et éventuellement des trochantéroplasties, notamment chez l'enfant de moins de 6 ans. Enfin, en dernier recours, on pourra proposer une arthroplastie de hanche. Alors, bien entendu, il faut la proposer le plus tard possible. Le taux de survie, il est à 50% à 15 ans, ce qui est un peu inférieur aux prothèses de hanche standard. Il faut préférer des implants sans ciment avec un couple dur-dur, puisque ce sont des patients jeunes, donc soit céramique sur polyéthylène hautement réticulé, soit céramique-céramique. Attention à l'inégalité de longueur préopératoire, comme on le voit sur cette radio, puisque si on prévoit un rallongement de plus de 3 cm, il y a un risque significatif de lésion du nerf sciatique par étirement. Et puis, bien entendu, le risque majeur, c'est le risque infectieux, qui est multiplié par 3, avec un taux de 8% qui est rapporté dans la littérature. La conduite à tenir quand on fait des prothèses de hanche dans ces conditions-là, c'est de mettre en place une antibiothérapie probabiliste qui entoure le geste, soit probabiliste, soit adaptée aux germes qui avaient été précédemment retrouvés, de faire des prélèvements péropératoires. Et puis, une fois qu'on a le résultat de ces prélèvements, on arrête les antibiotiques s'ils sont stériles, soit on met des antibiotiques adaptés aux germes retrouvés. Donc, en conclusion, les infections ostéo-articulaires de l'enfance c'est une pathologie qui est relativement fréquente. Ce sont des infections qui sont communautaires, donc qui répondent relativement bien à un traitement, on va dire, simple. Elles sont dues à des germes qui sont plutôt gentils, en général, qui sont sensibles aux antibiotiques, donc soit des Staphylococcus aureus meties, soit des Kingella kingae. Le traitement de choix, il se fait soit par amoxicilline acide clavulanique, soit par des céphalosporines de première ou de deuxième génération,
à dose osseuse. J'insiste, il faut des doses importantes qui pénètrent dans l'os et pour une durée suffisante, donc des antibiothérapies prolongées, soit 3 semaines pour les arthrites, soit 4 semaines pour les ostéomyélites. Mais malgré cette apparente bénignité, c'est des infections qui peuvent être potentiellement graves, puisque chez l'enfant, il y a un risque vital. Donc, bien entendu, c'est des traitements qui doivent se faire à la phase initiale en milieu hospitalier et avec un risque de séquelles orthopédiques, soit au niveau articulaire, soit pour la croissance, qui nécessite un suivi orthopédique prolongé. Et j'insiste encore une fois sur le fait que toute boiterie fébrile de l'enfant est une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire. Merci.